Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. Catherine Smith est assise dans la cuisine, le regard perdu dans la tasse de café vide. Sa tête est pleine de pensées et son cœur bat la chamade. Il y a une semaine à peine, son mari Tom avait quitté la famille, laissant Catherine seule avec leur fille Lily, âgée de 5 ans. « Maman, j'ai faim », dit une petite voix dans l'embrasure de la porte. Catherine tressaille et lève les yeux vers sa fille. Lily, en pyjama, son ours en peluche préféré dans les mains, regarde sa mère avec ses grands yeux bleus. « Bien sûr, ma chérie, je vais te préparer quelque chose tout de suite, » dit Catherine en souriant malgré sa force et en se levant de table. Le réfrigérateur était pratiquement vide, à l'exception d'une demi-brique de lait et de quelques œufs. « Mon Dieu, comment allons-nous vivre à partir de maintenant ?» se dit Catherine, désespérée, en sortant une poêle à frire. Sans Tom, qui ne gagne pas grand-chose à l'usine, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Toutes leurs petites économies ont servi à louer l'appartement et à payer les factures du dernier mois. « Où est papa ?» demanda soudain Lily en se hissant sur la chaise avec ses pieds. La gorge de Catherine se serra. Elle n'a toujours pas trouvé la force de dire à sa fille que son père est parti pour de bon. « Papa, il est parti travailler, dans une autre ville, » dit-elle en remuant ses œufs brouillés avec une attention exagérée. « Pour combien de temps ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être longtemps. » Lily fronça les sourcils et serra l'ours en peluche contre elle. Catherine posa l'assiette devant elle et, ébouriffant les cheveux de sa fille, se rendit dans la chambre. Elle devait trouver un travail, n'importe lequel. Laver les sols, distribuer des prospectus, n'importe quoi pour subvenir à ses besoins et à ceux de Lily. Les semaines qui suivent se transforment en un cycle sans fin d'entretien, d'emplois à temps partiel et de démarches auprès des autorités à la recherche d'une aide sociale. Catherine accepte toutes les offres, ne reculant pas devant les emplois les plus sales. Elle lave la vaisselle dans les restaurants, distribue des prospectus au carrefour et travaille même quelquefois comme femme de ménage dans des bureaux. L'argent manque cruellement, mais Catherine essaie de ne pas se décourager pour le bien de sa fille. Cependant, le destin lui assène bientôt un nouveau coup dur. Un soir, Lily se plaint de faiblesse et de douleur à l'estomac. Catherine n'y accorde d'abord aucune importance, pensant que sa fille a simplement mangé du fast-food. Mais lorsque, le lendemain, la petite fille a eu une forte fièvre, Catherine a paniqué. Les mains tremblantes, elle compose le 911 et appelle une ambulance. À l'hôpital, après plusieurs heures d'examen angoissants, le médecin rend son verdict. Lily est atteinte d'une leucémie lymphoblastique aiguë, une forme extrêmement rare et agressive de cancer du sang. Nous devons immédiatement commencer une chimiothérapie intensive, dit sérieusement le médecin en regardant la pâle Catherine par-dessus ses lunettes. Le pronostic est bon si le traitement est administré à temps, mais je crains qu'il ne soit très coûteux. Pouvez-vous vous en sortir ? Les yeux de Catherine s'assombrissent. Elle s'agrippe au dossier de sa chaise pour ne pas tomber. Combien cela va-t-il coûter ? Combien cela va-t-il coûter ? Elle expira. Le médecin donne le montant. Les jambes de Catherine se dérobent. Elle n'a pas cet argent. L'assurance médicale ne couvrait qu'une petite partie, le reste devait être payé de sa poche. « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas cet argent », s'écrie Catherine, désespérée. « J'élève seule ma fille, j'ai du mal à joindre les deux bouts. Il doit bien y avoir une solution. »« Je suis désolé », le docteur secoua la tête. « Je vais vous donner les coordonnées de plusieurs fondations caritatives, mais je ne peux rien vous promettre. Malheureusement, les CA de ce genre sont nombreux. En attendant, il faut que vous commenciez à vous soigner tout de suite. Pensez-y, peut-être avez-vous des parents ou des amis qui peuvent vous aider. » Catherine, retenant ses larmes, secoue la tête. Cette nuit-là, assise au chevet de Lily, endormie dans la chambre d'hôpital, elle réfléchit fébrilement à ce qu'elle va faire. Les idées les plus folles et les plus désespérées lui viennent à l'esprit. Vendre l'appartement, s'endetter, voire faire le trottoir. Elle est prête à tout pour sauver sa fille. C'est alors que Catherine se souvient de James Wilson, son ancien patron.
La jeune fille l'aimait bien, car c'était un homme intelligent et attentif, et un bon patron. Il y a quelques années, elle avait travaillé comme secrétaire dans son entreprise, s'occupant de la paperasserie, préparant le café, faisant des courses. James a toujours été gentil avec elle, il a souvent flirté avec elle et l'a invitée à dîner. Mais Catherine gardait ses distances, invoquant sa famille. Et si une idée folle lui traversait l'esprit? Et si elle allait voir James et s'offrait à lui en échange d'argent pour le traitement de Lily? Elle savait qu'il tenait à elle, elle le voyait dans ses yeux. C'était un plan horrible, dégoûtant. Mais que pouvait-elle faire d'autre? Rester les bras croisés et regarder sa fille mourir? Catherine ferme les yeux et respire profondément. Tout en elle se crispe de peur et de dégoût pour elle-même. Mais elle n'a pas le choix. Pour le bien de Lily, elle était prête à tout. Le lendemain matin, Catherine demanda quelques heures au médecin et, empruntant quelques dollars pour le métro à une infirmière, se rendit au bureau de James. Pendant tout le trajet, elle serre frénétiquement un flacon de sédatif dans la poche de sa veste et se répète une phrase préparée à l'avance. Lorsqu'elle entre dans la salle de réception, la réceptionniste la regarde avec surprise. « Miss Smith, voulez-vous voir M. Wilson? Il est très occupé en ce moment. C'est une affaire personnelle, » dit Catherine avec fermeté. « C'est urgent. Voulez-vous lui dire, s'il vous plaît? » La secrétaire serra les lèvres d'un air désapprobateur, mais décrocha le téléphone et signala le visiteur à son patron. Au bout d'un moment, elle fit un signe de tête à Catherine en direction de la porte. « Monsieur Wilson vous attend. » Catherine pénètre dans le vaste bureau et se fige sur le seuil. James était assis à son bureau et examinait quelques documents. Lorsqu'il leva les yeux et vit Catherine, ses sourcils se haussèrent de surprise. « Cathy, quelle surprise !» Il sourit et lui fit signe d'entrer. « Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. Comment vas-tu? Comment va la famille ?» Catherine se dirigea silencieusement vers son bureau et, d'une main tremblante, déposa sur la table une feuille de papier indiquant la somme d'argent nécessaire au traitement de Lily. « J'ai besoin de cet argent, James, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « J'en ai besoin maintenant, et j'en ai vraiment besoin. »« Oh, on dirait que quelqu'un a des ennuis, » dit James en ricanant. « Et pourquoi as-tu besoin de tant d'argent, si je puis me permettre ?» Catherine serre les dents. Elle se sentait malade d'excitation, mais elle se força à parler. « La raison n'a pas d'importance. Je suis venu vous proposer un marché. » James plissa les yeux. Une lueur prédatrice s'alluma dans ses yeux. « Un marché, hein? Et que voulez-vous m'offrir en échange de cette somme d'argent? » Catherine inspira plus d'air et se lança. « Moi-même. Je serai à toi, James. Je ferai tout ce que tu voudras. En échange de cet argent. » Un silence retentit dans le bureau. Jacques fixait Catherine, un sourire lubrique sur le visage. « Tu veux dire, toi ?» dit-il en se levant de table. « Tu sais, j'en rêve depuis la minute où tu es entrée dans mon bureau. Si jeune, si fraîche, si indisponible. Tu m'as rendu fou, Katie. » James contourna le bureau et s'approcha presque de Catherine. Elle frissonna en sentant son souffle chaud sur son cou. La peur et la honte l'étouffaient, mais elle ne pouvait pas reculer. « Alors, c'est un marché ?» souffla-t-elle en serrant les yeux. « Tu me donnes de l'argent et je serai à toi. »« Oh, Katie !» murmura James en passant doucement son doigt sur sa joue. « Crois-moi, tu vas adorer être à moi. Je serai très, très attentif. » Sans attendre de réponse, il embrassa le front de Catherine. Sa main glissa doucement sur son épaule. Il était attentif, mais Catherine se rendit compte qu'elle était devenue un jouet et elle resta debout, comme si elle était faite de pierre, luttant contre l'envie de le repousser et de s'enfuir. Pour Lily. Pour le bien de Lily, martelait-elle dans sa tête. « D'accord, » dit-il en rabattant les cheveux de la femme derrière son oreille. « Tu auras l'argent demain. Et ce soir, viens chez moi. » Catherine acquiesça en silence. Elle avait l'impression d'avoir vendu son âme au diable, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour sauver sa fille, elle est prête à vivre l'enfer. Les mois qui suivent se transforment en un cauchemar sans fin pour Catherine. Pendant la journée, elle passait tout son temps libre à l'hôpital avec Lily,
lui tenant la main pendant les procédures et les examens épuisants. Le soir, elle se rendait dans le luxueux appartement de James, dont elle devenait le jouet soumis. L'homme n'insiste sur rien et se montre attentif. Il ne lésine pas non plus sur l'argent pour ses tenues et ses bijoux. Mais Catherine ne ressentait rien pour lui et se sentait donc sale, utilisée, mais elle continuait cette torture pour le bien de la seule lueur d'espoir de sa vie, Lily. Peu à peu, la santé de la jeune fille s'améliore. Les médecins ont été surpris de constater que la tumeur diminuait et que les tests étaient normaux. Catherine pleure de soulagement en embrassant les joues pâles de sa fille. Elle réalise que tous ses sacrifices n'ont pas été vains. Cependant, cacher sa double vie devient de plus en plus difficile. Un jour, elle manque de craquer. En entrant dans la chambre de Lily, Catherine y trouve sa sœur aînée Megan, venue rendre visite à sa nièce. « Oh mon Dieu, Katie, tu n'as pas de visage !» s'exclame Megan en levant les mains. « Tu ne t'occupes pas du tout de toi-même. Tu ne peux pas faire ça, tu vas t'enfoncer dans un cercueil. » Catherine sourit et secoue la tête. « Ça va, Maggie. Je suis juste fatiguée, j'ai beaucoup de choses à faire. Écoute. » Megan lui a pris la main et l'a regardée sérieusement dans les yeux. « Je comprends, tu es forte, tu te débrouilles bien. Mais, si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à le dire. Ne dis rien, s'il te plaît. Je vois bien que quelque chose ne va pas. » Le menton de Catherine frémit. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de tout dire, d'épancher son âme, de partager sa douleur. Mais elle ne pouvait pas. Megan ne doit jamais découvrir son péché. « Vraiment, c'est bon, » dit Catherine avec fermeté. « Reste avec Lily, elle a tellement besoin de ton soutien. Et moi aussi, j'ai des choses importantes à faire maintenant. Il faut que j'y aille. » Megan la regarda longuement, mais ne dit rien. Et Catherine, retenant difficilement ses larmes, s'enfuit de l'hôpital vers son propre enfer. Quelques mois plus tard, James ne l'appela pas pour la première fois et ne lui demanda pas de venir. Catherine s'assit sur le bord du lit de Lily, regardant fixement par la fenêtre, incapable de croire que son cauchemar était enfin terminé. Avait-elle vraiment tout enduré? Était-elle vraiment libre? Comme pour répondre à ses pensées, le téléphone s'anima soudain et afficha un message de James. Le cœur de Catherine s'emballe. D'un doigt tremblant, elle ouvre le texte et reste bouche bée. « Merci pour ce temps, Catherine. Mais tout a une fin. J'ai transféré suffisamment d'argent sur ton compte pour couvrir tes besoins, quels qu'ils soient. Maintenant, vis ta vie et ne me cherche plus. Il serait préférable pour nous deux d'oublier tout ce qui s'est passé. » Catherine éclate en sanglots silencieux, enfouissant son visage dans ses paumes. Elle tremble de soulagement, de peur différée, de tout ce qu'elle a vécu pendant cette période. Les larmes coulent à flots, comme si elle lavait toute la saleté et la douleur de son âme torturée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» s'étonna la voix de Lily. La jeune fille se redressa dans le lit et serra le cou de Catherine. « Ne pleure pas, maman. Tout va bien. Le médecin a dit que j'étais presque guérie maintenant. » Catherine pressa sa fille contre sa poitrine et soupira convulsivement. Lily avait raison. Quoi qu'il arrive, l'important était que sa petite fille soit en vie et en voie de guérison. Elle surmonterait le reste. Ensemble. Le jour où Lily sortit enfin de l'hôpital, Catherine organisa une véritable fête. Elle avait invité tous ses amis et sa famille, dressé la table, décoré l'appartement de ballons. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment heureuse. Alors, prête à commencer une nouvelle vie, demanda-t-elle joyeusement à sa fille, en s'adressant secrètement à elle-même. « Je suis prête, » répondit Lily, qui partit au galop vers la voiture. Catherine la suivit en riant. Une nouvelle vie commençait en effet. Catherine et Lily emménagèrent dans une maison confortable à la périphérie de Seattle et commencèrent à s'installer doucement. Catherine trouve un emploi de secrétaire dans un petit cabinet d'avocats. Lily est entrée dans une nouvelle école, s'est rapidement fait des amis et est devenue l'une des meilleures élèves. La vie suivait un cours calme et mesuré. Et ce n'est que la nuit que Catherine se couvre parfois de souvenirs poisseux des mois passés au service de James. Elle se réveillait avec des sueurs froides en aspirant l'air. Dans ces moments-là,
Elle serrait Lily contre son corps endormi et lui murmurait comme un mantra « C'est fini, c'est bon ». Peu à peu, elle a eu l'idée de créer une fondation caritative pour aider les familles dont les enfants sont gravement malades. Elle comprend l'enfer que vivent ces personnes et rêve d'alléger leur fardeau. Catherine se lance à corps perdu dans son travail. Elle rencontre des sponsors potentiels, organise des collectes de fonds et attire l'attention des médias. Auparavant discrète et modeste, elle semble aujourd'hui s'épanouir, passionnée par sa noble mission. Lors de l'ouverture du fonds, en coupant le ruban rouge, Catherine regarde le visage heureux de Lily au premier rang et se dit à voix basse « Tout n'a pas été vain. Pas pour rien l'humiliation, pas pour rien la souffrance. Elle avait réussi à faire de sa douleur un bienfait pour les autres. C'est un véritable miracle. » Mais la suite des événements a été un véritable choc pour cette femme. Catherine a appris sa grossesse peu après l'ouverture triomphale de la fondation. Elle a d'abord accueilli la nouvelle avec crainte et désarroi. Les blessures du passé étaient encore trop vives, la peur trop forte. Mais plus elle réfléchissait à la nouvelle vie qui venait de naître en elle, plus elle réalisait qu'il ne s'agissait pas d'une malédiction, mais d'une bénédiction. L'enfant de James, le fruit de sa douleur. Mais ce n'était pas sa faute. Et qui sait, peut-être était-il né pour guérir son âme blessée? Catherine décida de garder le bébé. Désormais, elle aurait 2 enfants, une double motivation pour vivre et se battre. Lorsque Catherine annonce la nouvelle à Lily, celle-ci est folle de joie. Son vieux rêve d'avoir un petit frère ou une petite sœur se réalisait enfin. « Tout va bien se passer, maman », dit-elle avec confiance en serrant Catherine dans ses bras. « Tout ira bien. Nous sommes un de plus maintenant, ce qui veut dire que nous serons encore plus forts. » Catherine sourit à travers ses larmes en serrant sa fille contre son cœur. Quelle petite fille sage et étonnante elle était devenue, son roc et son espoir. La grossesse s'est déroulée étonnamment facilement, comme si le Seigneur lui-même protégeait Catherine. Elle travaille dur à la fondation, aidant les familles dont les enfants sont gravement malades et y puise sa force. En regardant leur souffrance et leur espoir, elle s'est rendue compte que ses propres problèmes n'étaient rien en comparaison de ceux que vivaient ces personnes. Catherine a donné naissance à un petit garçon fort et en bonne santé qu'elle a appelé Adam. Avec son arrivée, la vie a pris de nouvelles couleurs. La fatigue et l'anxiété sont passées au second plan, remplacées par un amour maternel sans limite. Lily était heureuse d'aider son petit frère et l'aimait beaucoup. La paix et l'harmonie règnent dans leur petite famille. Mais le passé se rappelle toujours à eux. Catherine se surprenait souvent à penser à James. Où était-il maintenant? Avait-il changé? Se repentira-t-il jamais vraiment de ce qu'il a fait? Elle sait qu'elle devrait laisser ses pensées de côté, mais elle ne peut pas. La marque que cet homme avait laissée sur elle était trop profonde. La réponse est venue 3 ans plus tard, lorsque James est apparu sur le pas de sa porte. Plus âgé, le regard coupable, il n'osa pas regarder Catherine figée pendant un long moment. « Bonjour » dit-il enfin d'une voix rauque. « Ya. Je te cherchais depuis si longtemps, Cathy. Je voulais te parler. M'excuser pour tout. » Le cœur de Catherine s'emballait. Elle ne sait pas si c'est de la colère, de la douleur ou du soulagement. Trop de souvenirs lui revenaient en même temps. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle froidement en croisant les bras sur sa poitrine. « Après toutes ces années, tu as ruiné ma vie, James. Tu crois vraiment que je vais pouvoir l'oublier si facilement ?» Il secoue la tête. « Non, bien sûr que non. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande juste de m'écouter, de me donner une chance de m'expliquer. » Catherine hésite. Le laisser entrer dans son monde, laisser de vieilles blessures se rouvrir? Mais quelque chose dans son regard, plein de douleur et de remords, l'arrête. Finalement, elle soupira lourdement. « D'accord, entrez donc, nous allons parler. » Et James lui a tout raconté. Comment il s'était lamenté toutes ces années, comment il avait cherché à s'excuser auprès d'elle, comment il avait appris la maladie de Lily et réalisé le sacrifice que Catherine avait fait pour sa fille, comment il avait suivi ses progrès et admiré sa force et sa gentillesse, et comment il avait finalement réalisé qu'il l'aimait vraiment.
de tout son cœur. « Tu m'as changé, Cathy, avoua-t-il en la regardant avec tendresse. Tu m'as montré quel misérable j'étais, et ce que je pouvais être si je le voulais. Tu m'as fait comprendre ce que signifie aimer, se sacrifier, être compatissant. Tu es mon étoile directrice, même si tu ne pourras jamais me pardonner. » Une boule se forma dans la gorge de Catherine. Les mots de James avaient touché quelque chose au plus profond de son âme, quelque chose de longtemps enfoui sous le poids du ressentiment. Pouvait-il vraiment avoir autant de remords? L'aimait-il vraiment, sincèrement, de manière désintéressée? « Le pardon est un long chemin, James, » dit-elle lentement. « Il s'est passé trop de choses. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir si je peux oublier le passé et te faire confiance à nouveau. » Il acquiesça, cachant la douleur dans ses yeux. « Oui, je comprends. Quelle que soit ta décision, je l'accepterai. Sache que je t'aime et que je t'aimerai toujours, quoi qu'il m'en coûte. » Après son départ, Catherine reste longtemps assise à fixer le mur. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'en rendait même pas compte. Son cœur débordait de sentiments contradictoires. Pardonner? Lui donner une autre chance? Ou claquer la porte du passé pour toujours, reléguant leur relation aux oubliettes? La haine ne fait que me détruire, réalisa soudain Catherine. Et l'amour, même s'il naît dans la douleur, peut tout guérir. Si James est vraiment devenu différent, s'il s'est repenti et veut se racheter, qui suis-je pour le juger? Je n'étais pas meilleur, alors chacun a ses raisons. Le lendemain, Catherine entre dans le bureau de James pour la première fois depuis des années. Il la regarde d'un air choqué, plein d'espoir et de crainte. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, » dit Catherine en le regardant dans les yeux. « Et j'ai réalisé que je voulais te donner une chance, de nous donner une chance. Nous méritons tous les deux d'être libérés du passé. C'est la seule façon de créer le présent. » Le menton de James frémit. Il se précipita en avant et tomba à genoux devant Catherine, entourant ses jambes de ses bras. « Merci, » murmura-t-il à travers ses larmes. « Merci, ma chérie. Je te jure que tu ne le regretteras pas. Je passerai le reste de ma vie à te prouver mon amour. Tu verras que j'ai changé. Un homme digne de toi. » Catherine lui caresse la tête, sentant les chaînes tomber de son âme. C'était la bonne chose à faire. Il le fallait. Ils avaient un chemin difficile à parcourir, beaucoup de travail à faire sur leurs relations et leurs démons. Mais maintenant, ils allaient le parcourir ensemble vers la lumière, le pardon, l'amour véritable. Et puis, il y a eu les premiers rendez-vous timides, de longues conversations sincères pour essayer de se connaître à nouveau. La présentation touchante de James à Lily et Adam. Travailler ensemble à la fondation, sauver des vies d'enfants. Catherine apprenant à faire confiance et à pardonner, James apprenant à aimer et à se sacrifier. C'était une incroyable histoire de rédemption et de croyance en ce qu'il y a de mieux. Une histoire qui montre comment l'amour peut vaincre les pires souffrances. James est devenu un roc et un pilier pour Catherine, un mari fidèle et un père merveilleux pour ses enfants. Et elle, pour lui, la lumière, la purification, le chemin vers sa vraie nature. Ils se sont mariés le jour de l'anniversaire de l'ouverture de la fondation. Ce jour-là, Catherine a compris que sa fondation avait trouvé un autre sens. Elle ne sauvait pas seulement des enfants malades, mais aussi des âmes mutilées. Bien plus tard, en regardant la photo de famille, Catherine n'arrivait pas à croire à quel point sa vie avait brusquement changé. Un mari aimant, de beaux enfants, une meilleure amie face à un ancien bourreau. Leur histoire n'était pas un beau conte de fées. Il n'y a pas de conte de fées dans la vie. Il n'y a que de vraies histoires, désordonnées, ambiguës, pleines d'erreurs et de regrets. Mais s'il y a de la place pour le remords et le pardon, elles peuvent devenir quelque chose de bien plus précieux, une histoire d'amour véritable.